Il y a quelques années, lors d'un colloque à Tübingen, consacré déjà à Marco Polo, ils étaient invités à parler des usages qui avaient été faits du devisement du monde au Moyen-Âge. J'ai qualifié le texte de Marco Polo de couteau suisse, tant ces usages avaient été nombreux et variés, historiques, géographiques, spirituels, homilétiques, etc. À notre époque, les choses n'ont guère changé et on peut dire que Marco Polo sert à tout. Il sert d'abord à voyager. Certains d'entre vous ont pu prendre l'avion à Venise, à l'aéroport Marco Polo, pour venir jusqu'ici. Et Marco Polo peut même servir à voyager jusqu'en Chine. Il sert à se nourrir aussi. Alors je ne suis pas sûre que ça soit toujours du meilleur goût, mais on peut dire en tout cas que Marco Polo est mis à toutes les sauces. Il sert aussi à avoir bonne conscience en croquant dans un carré de chocolat. Je ne sais pas si vous connaissiez l'exception Marco Polo. Et figurez-vous que Marco Polo sert aussi à retrouver son téléphone portable. J'avoue que je n'ai pas essayé, je ne peux pas vous garantir que ça marche, mais... Et pendant bien des années, Marco Polo a été utilisé par les Italiens dans leur vie quotidienne. Plus sérieusement, ces quelques exemples que j'ai glanés au fil de mes recherches pour préparer ce colloque montrent bien que Marco Polo fait partie de notre patrimoine culturel et littéraire, qu'il est connu de tous, et pas seulement des chercheurs et des universitaires, qu'il est presque même devenu une marque. Il est en tout cas l'un des rares personnages du Moyen-Âge, qui ne soit ni pape ni roi, à être aussi célèbre auprès du grand public. À quoi est due cette célébrité? Comment en est-on arrivé là? Comment s'est formée cette célébrité et comment a-t-elle évolué tout au long des 7 siècles qui nous séparent de sa mort? La notoriété de Marco Polo apparaît dès le Moyen-Âge, dès son vivant à Venise, puis ensuite dans les environs, en Italie, et enfin dans une grande partie de l'Europe. À la fin du Moyen-Âge, il figure déjà dans les recueils d'hommes illustres. Au XVIe siècle, il est lu, repris, utilisé de façon abondante. Sa notoriété aurait pu décroître à l'occasion des grandes découvertes et de l'arrivée en Chine de nouveaux voyageurs, en particulier des jésuites, et son texte aurait alors pu être considéré comme totalement dépassé et il aurait pu tomber dans l'oubli. Il aurait pu aussi, comme de nombreux auteurs médiévaux, être dénigré pour son style jugé justement trop médiéval, pour ses imprécisions, ses erreurs ou ses affabulations, toutes choses qui lui ont d'ailleurs été reprochées. Mais néanmoins, il a continué à être lu et jusqu'à nos jours, jusqu'à la fin de l'époque moderne, il n'a cessé d'être imprimé, réédité, traduit et même utilisé pendant toute la période du XVIe au XVIIIe siècle. À partir du XIXe siècle, on constate un changement dans la réception de Marco Polo et de son texte et la naissance d'un double mouvement. D'une part, on voit se développer les études sur son texte, la recherche des manuscrits, la quête de la version originale, mais aussi les études historiques et géographiques qui cherchent à préciser la biographie du voyageur vénitien et à retracer aussi précisément que possible son itinéraire, les lieux qu'il a visités et décrits. Parallèlement, c'est aussi à cette époque qu'apparaît une littérature plus populaire autour de Marco Polo et des réécritures de son œuvre appartenant à différents genres. Le théâtre, l'opéra, la littérature pour enfants, pour aboutir aujourd'hui à une production très diversifiée, incluant des ballets, des spectacles mêlant texte et musique, des bandes dessinées, des films ou des séries. En même temps que les études sur le personnage et son texte deviennent de plus en plus approfondies, le grand public s'empare lui aussi de cette figure qui lui est devenue familière. Ce sont les multiples facettes de cette réception que nous allons explorer jusqu'à samedi, du Moyen-Âge à nos jours. À notre époque, la figure de Marco Polo, et plus généralement des relations entre l'Orient et l'Occident pendant le Moyen-Âge, sont aussi invoquées par la Chine pour développer sa politique commerciale et culturelle. En préparant ce colloque,
je me suis posé la question justement de la connaissance et de la représentation qu'on avait de Marco Polo en Chine et plus largement en Orient. Les universitaires chinois, notamment ceux qui travaillent sur la période mongole, connaissent bien entendu Marco Polo et utilisent son texte dans leurs travaux. Mais qu'en est-il d'un public plus large ? Il y a quelques jours à peine, après avoir reçu l'annonce du colloque, un collègue, Andreas Hartmann, m'envoie la photo que voici, celle-ci, cette photo-là, et m'écrit, donc je vous cite son message. « Chère Christine, connais-tu cette iconographie de Marco Polo comme saint bouddhiste ? Je t'ai pris cette image au musée des Arts orientaux de Cologne. L'œuvre est une copie en bois d'une série de 500 figures en terre cuite dorée, offerte au temple Yuanlin de Guangzhou, c'est-à-dire Canton, en 1849. D'après le cartel, ces copies furent produites par le temple pour les fidèles. » Donc c'est le scoop, juste quelques jours avant le colloque. Je pense qu'on peut rapprocher cette représentation de Marco Polo d'autres sculptures contemporaines occidentales. Donc, vous en avez mis une à droite que j'ai pu trouver, qui est à peu près contemporaine, en particulier pour ce qui est de la barbe et du couvre-chef. Bon, évidemment, les styles sont très différents, mais il est possible que le sculpteur chinois avait eu une image, une représentation de celle qui est à droite pour faire sa sculpture. Je ne sais pas si vous connaissez cette représentation, en tout cas pour moi c'est une découverte totale. L'envoi de cette image par mon collègue est représentatif de ce que ce colloque signifie pour moi, un cadeau. Alors certains trouveront peut-être que c'est un cadeau un peu coûteux, mais en tout cas c'est un réel plaisir pour moi de vous avoir réunis ici, et j'aurai un plaisir encore plus grand à vous écouter dans les prochaines heures et les prochains jours. Laissez-moi vous faire en retour par avance un petit cadeau, alors en espérant que ça puisse marcher. Je ne sais pas si la connexion internet va marcher, sinon je vais faire... Non, ça ne marche pas. Bon, vous n'aurez pas le son, mais au moins vous avez les paroles. Je ne vais pas vous le chanter, désolée. Mais sur le site de Gallica, vous pouvez avoir l'opérette en entier, et je voulais vous faire passer un petit extrait qui est assez amusant. Ça fait partie des choses aussi que j'ai découvertes en préparant ce colloque. Avant de vous laisser la parole, je voudrais remercier tous ceux qui nous ont aidés à préparer ce colloque. Et donc je remercie en premier lieu Sylvie Requemora d'avoir accepté de l'intégrer dans la programmation des 40 ans du CRLV et bien sûr d'avoir préparé cette manifestation avec moi. Et donc je remercie aussi le CIELAM, son laboratoire de rattachement, d'avoir soutenu ce projet. Il me faut également remercier les instituts SOMOM, Arcaia, la Fondation des Maisons de Sciences de l'Homme et l'Université d'Aix-Marseille qui ont contribué à financer ce colloque et à diffuser aussi l'information. Je remercie les équipes de la Méjane, et en particulier Aurélie Bosque et Alexandra Nespoulos, qui nous accueillent et qui mettent à notre disposition une partie de leur fonds patrimonial. Donc vous verrez que certaines communications seront accompagnées de la présentation d'un ou plusieurs ouvrages qui proviennent du fonds de la Méjane en lien avec le thème du colloque. Donc nous les remercions pour cette initiative. Enfin, je remercie mon laboratoire, le ALA3M, dont la directrice Anne Mailloux est parmi nous cet après-midi. Donc je vous remercie d'avoir soutenu dès le début ce projet et d'avoir mis les moyens du laboratoire à notre disposition. Et je voudrais en particulier remercier Virginie Marie et Ingrid Propson, donc les gestionnaires de mon laboratoire, qui ont assuré la partie logistique de ce colloque et qui ont permis, malgré un certain nombre de difficultés, qu'il se tienne dans les meilleures conditions possibles.
Et il faut aussi dire merci à Laurent Maggiori qui a créé la fiche, les programmes et les badges qui sont à votre disposition. Je vous remercie enfin d'être là, vous, le public, et surtout vous, les intervenants, qui avez accepté de répondre à notre appel. Et donc maintenant, nous allons vous écouter. Merci beaucoup.